Bonjour à tous, Olivier Rajman, DocuWare. Je suis heureux de vous accueillir sur ce webinaire que j'ai présenté avec Iris Schall de la société XDMAT. Le sujet de ce webinaire concerne les clés pour réussir ce projet de dématérialisation. L'idée pour nous, avec Iris, c'est de partager notre expérience, notre best practice, euh, la manière dont on peut et on doit réussir un projet de dématérialisation. Je rappelle que ce sont souvent des investissements conséquents, stratégiques pour votre entreprise. Aussi faut-il en mesurer les enjeux. Aussi faut-il ne pas se précipiter sur la première solution venue et prendre le temps de la réflexion. Et c'est un petit peu ce qu'on va développer avec Iris. Iris, je vous laisse vous présenter et je le ferai juste après. Donc bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire nous faisons que je fais en partenariat du coup avec Olivier Rajman de DocuWare sur en effet les clés pour réussir projet de GED, projet de démat. On va rester dans quelque chose de très global, de très globalisant au niveau dématérialisation. Alors, comme l'a dit Olivier à l'instant, on va faire 2 choses principalement dans ce webinaire. La première chose, c'est vous présenter la méthodologie pour mener à bien un projet, c'est-à-dire vous donner en fait donc les pratiques que nous on met en place, quelles sont les étapes essentielles, comment vraiment mener ce projet-là en termes d'étapes projet et d'outils. C'est vraiment et d'acteurs. Qui sont les acteurs concernés? Là, c'est vraiment les premières choses qu'on va vraiment voir dans cette première partie. Et dans la deuxième, on va s'appesantir sur un sujet en particulier qui sera la place de la GED dans un projet de démat. Parce que c'est souvent une des briques par lesquelles on commence. Ce qui est la brique en fait d'entrée dans la démat, c'est la brique GED, gestion électronique de documents pour les néophytes et ceux qui savent pas trop de quoi on parle, mais on va en parler juste après. Et donc là, on va vous donner deux principaux axes sur des thématiques choisies dont on débattra avec Olivier. Donc voilà. Et alors, on avait prévu un temps questions-réponses à la fin, mais on va finalement le faire au fil de l'eau. C'est-à-dire que notre collègue Annabelle, qui est ici présente, même si elle n'intervient pas, va servir de modérateur et sélectionner des questions et on traitera les questions au fil de l'eau. Ça sera plus intéressant pour vous. Absolument. Je rajouterai, Iris, qu'on va commencer par présenter nos sociétés respectives avant d'aborder pleinement le webinaire et les échanges que nous aurons pendant cette session. C'est ça. Alors, juste pour présenter un petit peu les intervenants, je vais commencer par moi et je donnerai la parole à Olivier. Donc moi, je suis Iris Schall, je suis consultante en dématérialisation et archivage électronique et je travaille pour la société XDMAT donc depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, je suis un profil plutôt transverse. J'ai travaillé pour des collectivités, j'ai travaillé pour des acteurs du privé, pour des EPCI, etc. Donc je vous prépare aujourd'hui de mes retours d'expérience dans ce périmètre-là autour de la démat. Me concernant, je suis directeur commercial de DocuWare depuis une dizaine d'années et je dirige une équipe de 17 personnes en France, sachant que DocuWare, on est 450 dans le monde. Alors, donc pour vous parler un petit peu, des environnements d'où nous venons avec Olivier, je vais présenter, XDMAT pour commencer. Bien sûr. Alors, XDMAT, c'est un cabinet de conseil aujourd'hui qui, alors je le souligne, indépendant de tout éditeur de solutions quelconque. Aujourd'hui, XDMAT fait du conseil auprès de différentes sociétés, françaises et on a travaillé aussi pour la Maroc et la Belgique et un petit peu on commence à mener des projets, donc du coup un petit peu, on va pas dire à l'international, mais en langue étrangère. Qui du coup vraiment indépendant de toute solution, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du conseil en démat sur la totalité de la chaîne dématérialisée, que ça soit, de la GED, de l'archivage électronique, de la valeur probatoire. Donc on est vraiment, pluridisciplinaire, sur les sujets qui peuvent être menés par nous. On a une expertise qui peut être, assez variée et diverse. Ça peut être du juridique, ça peut être, d'autres expertises. Voilà, on est souvent actif, notamment alors pardon, je vais juste voilà, remettre mes choses là. On est souvent actif notamment, auprès d'associations, notamment comme le SIAF ou de l'AF par exemple, d'institutions dont on fait partie et des institutions normatives aussi, on fait partie de l'AFNOR. On est membre actif aussi au niveau du groupe CEDA, donc voilà, c'est des choses vers lesquelles, on tend en ce moment.
On a un périmètre d'action qui est assez large puisqu'on parle aux acteurs du privé et du public. Ça dépend de nos profils, mais voilà, on a des certaines spécificités. Et on a des consultants avec des profils assez variés. Moi, je viens du monde de la documentation technique à la base, je suis archiviste de formation. J'ai travaillé pour des sociétés, notamment de bâtiments, de cimenterie et cetera, donc j'ai un profil un peu plus technique. On a des gens chez nous qui sont juristes, d'autres qui viennent du domaine des collectivités. Voilà, donc on a vraiment des profils assez variés. Ça, c'est le périmètre, d'action. Donc aujourd'hui, quelles sont nos principales expertises? On fait surtout du conseil, on accompagne la conception et le cadrage des projets. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on connaît bien en termes de méthodologie de dématérialisation parce qu'on accompagne énormément de clients là-dessus, de mise en conformité aussi et de déploiement de solutions. Alors, évidemment, avec toute cette méthodologie-là, on fait aussi ce qu'on appelle de l'accompagnement au changement, c'est-à-dire tout ce qui est maîtriser des enjeux réglementaires, répondre aux attentes des utilisateurs avec une conduite adaptée. On peut être amené à faire du support utilisateur pour des outils pour certains clients. Ça nous arrive ici, du coup, dans la région sud principalement. Mener des audits réglementaires, que ce soit sur des thématiques de coffre-fort, que ce soit sur des thématiques de système d'archivage électronique, ou encore du coup de copie fidèle et durable ou de 42013, de l'archivage électronique, c'est des choses qu'on fait. Et évidemment, à côté de ça, on mène une veille réglementaire, évidemment, pour tout ce qui est des maths. Puisque la démat, on va en parler, c'est quand même un monde qui évolue rapidement. On a des exigences réglementaires qui sont mises en place quasiment tous les ans. Il se passe pas quelque chose, il peut ne pas se passer une année sans qu'il y ait une obligation qui arrive. Là, on parlera sûrement de la facturation pour 2024, enfin, plein de choses qui se passent. Donc voilà, ça, c'est nos 4 principaux domaines d'expertise. Quelques quelques références, on a accompagné, la CNAM, par exemple, pour, des mises en œuvre d'un outil, de SAU qui s'appelle Vitam, qui est l'outil étatique. On a notre agence à Nantes, qui accompagnait Mégalis Bretagne pour une plateforme d'archivage. On accompagne aussi beaucoup l'ADEME pour des, outils, enfin, dans la dématérialisation de la signature, donc outils, de démat, des ministères. On accompagne aussi, heu, des collectivités un peu plus petites, des villes, des métropoles et cetera. Donc voilà, ça c'est le type de client avec lequel on est amené à travailler, de grosses ou de petites structures. Ça peut être sur des sujets, très différents, ça peut être, de la finance, du DIA, voilà. Donc beaucoup de sujets métiers. Je laisse la parole à Olivier, du coup, pour sa présentation de DocuWare. Oui, en 2 slides. Merci Iris. Donc DocuWare, éditeur qui est sur le marché depuis plus de 30 ans, qui est à l'origine un éditeur allemand. La France est la troisième filiale. On fait 12% du chiffre d'affaires du groupe qui fait 62 millions d'euros, sachant qu'on est en train de clôturer notre exercice 2021-2022 et on atterrit sur un chiffre d'affaires de 76 millions d'euros. Donc encore une très très belle progression portée par le marché de la dématérialisation. Donc on va en parler dans un instant. On a 18 000 clients. Aujourd'hui, c'est surtout le cloud qui prend de plus en plus d'importance. On a encore quelques projets sur du on-premise, mais de moins en moins. Voilà, on travaille au travers d'un réseau de distributeurs mondial. On en a 70 en France et 750 en tout. Qu'est-ce qu'on fait? On est éditeur, je devrais le dire, d'une solution qui s'appelle DocuWare, du même nom, et qui fait de la GED et du workflow, donc qui est à même de gérer le stockage et l'archivage des documents, mais également la partie processus. Et si vous pouviez passer au slide suivant, Iris, processus pour l'ensemble de vos services. Parce que l'idée de la GED, et là on va en parler tout à l'heure, c'est ne pas venir mettre une rustine sur un sujet sans réflexion préalable, mais c'est d'avoir une vision globale sur l'ensemble des processus de votre entreprise, même si vous venez à vous lancer dans un projet qui sera naturellement par étapes, par lot. En tout cas, voilà, DocuWare, c'est une GED transverse, globale. Je ne vais pas vous faire de démonstration aujourd'hui. Je ne vais pas non plus vous parler de la couverture fonctionnelle. On est à votre disposition pour en parler. Pour nous, avec Iris, le sujet, c'est de parler du projet, des déploiements, des risques. Enfin, vous allez voir, il y a tout un ensemble d'informations que nous allons partager et commenter ensemble.
Alors, pour commencer, Iris, on avait dit qu'on ferait un petit sondage Oui, avant de pardon. passer à la méthodologie. Non, non, très bien. Ouais. Donc, on va parler de méthodo, mais juste avant, vous savez qu'on aime bien chez DocuWare lancer des petits sondages. On n'en a qu'un aujourd'hui, quelquefois on a deux ou trois. Et le premier sondage que je vais ouvrir, c'est avez-vous un projet de dématérialisation dans les 6 mois, dans les 12 mois où je suis en veille? Ça nous permet en fait à chaque fois de voir un petit peu les tendances du marché, de voir aussi l'accélération de la demande. Donc c'est parti, vous avez allez, 30 secondes pour répondre à ce petit... Alors j'aurais dû mettre le vote blanc, hein, j'aurais dû mettre le vote blanc, voilà, c'est d'actualité en ce moment. J'aurais dû il y a trois réponses possibles, donc c'est en train encore de bouger. Iris, vous avez une petite idée de la répartition comme ça? Vous faites des prévisions? Heu, Dans les 6 mois, dans les 12 mois, je suis en veille? je dirais plutôt que les gens sont en veille. On va voir. Pas mal! Et vous avez rien vu, si? Non, vous Non, voyez pas? il actualise tout le jour. Il est Ah en oui, c'est ça. Donc vous, ah oui, vous avez. Donc je vais, attention, allez, encore 5 secondes. Allez, je partage les votes. Donc, bah oui, 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 la moitié, donc pile la moitié, hein, 49%, je suis en veille. Dans les 6 mois, 30%, 29%, donc c'est important et c'est là qu'on voit non pas l'explosion, mais une augmentation claire du nombre de demandes et de projets en cours vers la dématérialisation. Alors on peut se poser, d'ailleurs la question que je pourrais vous poser, Iris, pourquoi cette tendance de fond, finalement de plus en plus de projets, je pense que vous le ressentez aussi chez XDMAT. Bon, moi j'en ai une petite idée, mais on a l'impression que tout ça s'accélère en ce moment. on a eu le covid quand même qui a beaucoup aidé à ce que l'accélération se fasse, mais depuis oui, en effet, depuis la crise le début de la crise sanitaire, on voit quand même qu'il y a énormément de projets de dématérialisation qui sont en cours pour la simple et bonne raison qu'on a eu du jour au lendemain, plus accès à l'information sous format papier et donc non dématérialisé. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de nos clients qui se sont en fait posé la question de la dématérialisation à ce moment-là. Donc, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet pour en parler, parce que la crise sanitaire a beaucoup accéléré la dématérialisation, que ce soit d'outils informels comme on peut avoir Teams, comme on peut avoir plein d'autres outils, de canaux, d'information qui sont apparus, à la mise en place de GED ou de parapheurs, notamment, je pense, s'il y a des gens des marchés publics parmi vous qui ont dû se retrouver confrontés à la signature des marchés totalement dématérialisés alors que ce n'était pas forcément le cas chez eux, ou des achats et qui ont dû totalement dématérialiser leur processus, par exemple. Donc oui, il y a eu une vraie, mise en avant, de la dématérialisation via la crise. Je suis d'accord avec vous. Alors en plus de ça, vient se rajouter à la crise Covid, aux nouveaux usages comme la signature électronique qui est en train de monter en puissance et le télétravail évidemment. Aussi la facturation 2024. C'est ça. On a eu un webinaire par le passé que vous retrouverez sur notre site internet ou sur Webikeo, puisque tous les webinaires sont enregistrés. Évidemment, là aussi, il y a une échéance importante, c'est 2024. On ne va pas refaire le webinaire, mais il semblerait que là, le légal booste un tant soit peu les projets de dématérialisation. Donc, c'est pour ça que vous êtes 30%, vous n'êtes pas là par hasard, mais finalement, on voit quand même voilà, le nombre de projets de plus en plus nombreux. Donc je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet de la méthodologie, étapes, acteurs et outils. Alors déjà, on va passer une petite partie de définition, mais elle est importante. Quand on parle de dématérialisation, de quoi on parle? Donc dématérialiser, c'est de passer d'un format physique à un format numérique. En clair, produire directement ou produire une copie numérique parce que le fait de scanner est aussi une dématérialisation en soi. C'est de changer de format. Clairement, on passe à un format dématérialisé, mais dans le cadre de cette dématérialisation, qu'est-ce qu'on aborde aussi derrière? Il y a tout ce qui est processus.
quand on dématérialise, une partie de son administration ou de son entreprise, on dématérialise pas un bout ou un pôle, on dématérialise un processus en entier. Ça peut être les finances, ça peut être les achats, ça peut être, par exemple, les ressources humaines, ça peut être plein d'autres périmètres dans lequel on peut mettre, la dématérialisation. Aujourd'hui, comme le disait Olivier, il y a plusieurs sujets qu'on voit plus ou moins émerger. J'anticipe un peu sur les salles qui vont suivre, mais on a beaucoup de problématiques RH, finances, achats, qualité, encore plein d'autres, mais il y a des périmètres qui sont assez sensibilisés à la démat. Pourquoi? Parce que depuis 2017, l'État a fortement accéléré ses obligations en termes de réglementation de dématérialisation. On se souvient tous de l'arrivée de Chorus Pro pour le public, qui maintenant va arriver pour le privé aussi. Donc, le fil, entre guillemets, est en train de se dérouler jusqu'au bout. On avait aussi la partie tout ce qui est bulletin de salaire, dématérialisé aussi qui est en train d'arriver, de se démocratiser dans les entreprises. On parle de plus en plus de coffre-fort numérique de l'agent ou dans les structures privées aussi, on met à disposition de ses salariés un coffre-fort numérique pour son bulletin de paye. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Mais c'est toujours, évidemment, dans un cadre de processus, c'est-à-dire qu'on dématérialise une partie de chaîne, toujours dans un cadre de processus métier. Ensuite, quand on dématérialise, il ne faut pas se leurrer, on a quand même une certaine recherche d'efficience et d'efficacité. On a tous été confrontés pendant la crise sanitaire à, «Ah beh, le dossier que j'étais en train de traiter, il est en physique sur mon bureau et là je suis chez moi pendant 2 mois, sous cloche et concrètement, ben, je ne peux pas accéder à mon dossier». Donc il y a eu aussi toute cette partie de recherche d'efficience, d'efficacité qui s'est mêlé de la démat. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant, là où on traitait du papier, aujourd'hui, on va traiter de l'information numérique et c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir à disposition et de savoir où elle est stockée rapidement. Aujourd'hui, on a plein d'outils, GED, Teams, d'autres outils métiers, où on peut rechercher de l'information de manière rapide et efficace, c'est-à-dire qu'en 2-3 clics et en 2-3 recherches avec des métadonnées, on sait où c'est stocké l'information. Donc, dématérialiser, c'est une globalité, c'est-à-dire qu'on a un processus. Une fois qu'on a parlé de ce processus, on se dit, bon, maintenant qu'on l'a dématérialisé, comment ça se passe? Eh bien, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte aussi. C'est savoir comment on stocke les documents, de quelle manière on les conserve, combien de temps on les conserve aussi, parce qu'aujourd'hui, en France, on a tout un panel normatif et réglementaire sur comment on doit stocker nos documents, combien de temps on doit le faire. Donc tout ça aussi, c'est abordé via la dématérialisation. Et une fois qu'on a fini de gérer au quotidien nos tâches documentaires avec tout ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on archive pour mémoire? Est-ce que c'est structurant pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a des enjeux juridiques, financiers, de communication, ou autres enjeux, par exemple de mémoire ou d'archivage définitif pour des structures publiques, par exemple? Donc voilà, quand on fait de la démat, en fait, on dématérialise pas juste un pan, on dématérialise une chaîne entière. Et le fait de passer de ce processus physique à un processus numérique, ça implique déjà énormément de réflexion. Là, vous voyez, on vient de parler de démat, on a déjà parlé potentiellement de 4 à 5 pans différents. Donc, c'est pour ça que généralement, quand on parle de démat, on parle de GED. L'un est quasiment l'un ne va pas sans l'autre. On parle de GED, on parle d'archivage, on parle de coffre. Donc en fait, et même de signature, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que la dématérialisation, c'est avant tout une approche qui est globalisante et qui ne doit pas être macro-processus. Il faut regarder les choses de manière transversale. On ne peut pas penser la démat en pan vertical. C'est ce qui était fait il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on en revient, c'est-à-dire avant dématérialiser un outil pour les achats, un outil pour les finances, un outil pour les ressources humaines. Aujourd'hui, en matière de gestion de documentaire, on a ce besoin de transversalité, de rechercher l'information à n'importe quel niveau de l'administration quand on a besoin d'une information de type. Donc en fait, on est vraiment dans une approche globalisante. Et la deuxième chose, et après on passera sur cette slide, c'est qu'il ne faut pas dématérialiser pour dématérialiser. Aujourd'hui, l'apport du numérique, il doit en avoir une valeur ajoutée. Faut pas dématérialiser un processus parce qu'on trouve que c'est intéressant et que c'est sympathique. Non, il faut que ça ait un vrai impact d'efficience derrière. On peut pas se dire: «Bon, bah, je vais dématérialiser ce périmètre-là», alors que s'il faut, c'est un service qui se débrouille ou une pan de l'entreprise qui se débrouille très bien sans outils, qui a des répertoires réseau, qui fonctionne d'une autre manière et qui n'a pas besoin d'apport d'outils. Donc dématérialiser, c'est pas juste ajouter un outil pour ajouter un outil, c'est vraiment apporter de la valeur ajoutée et ça, c'est très important. Parce que si on dématérialise pour vraiment dématérialiser, ça n'a pas d'impact et après, concrètement, on n'arrive pas à conduire un changement avec ce genre de réflexion. Donc les enjeux, on en a parlé, il y a des démarches de qualité, automatisation des tâches, plus d'efficience,
le pilotage de l'activité, utiliser des outils de production adaptés, fluidifier des circuits de validation et de décision. On a tous en tête l'exemple du parapheur papier qui monte avec le document dedans, il fait 5 étages, il monte chez le directeur signe, il redescend à la secrétaire. Entre-temps, il s'est passé une semaine puisque le parapheur était sous la pile de parapheur du directeur. L'assistante récupère le parapheur, rescanne le document, le renvoie à tous les collaborateurs qui en ont besoin. Enfin voilà, on a toutes et tous, je pense, ce genre d'exemple à l'esprit où j'ai démultiplié, mon document X fois sur mon espace de stockage réseau, je ne retrouve pas la bonne version. Donc tous ces enjeux-là de pilotage d'activité, ils commencent à exister de plus en plus. On commence à avoir aussi des enjeux sur le développement durable, qui soient dématérialisés ou physiques. Avant, on parlait du zéro papier, on parlait de la rationalisation des impressions et de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on parle aussi de sobriété numérique de l'information, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on arrive à de l'info-obésité, c'est-à-dire démultiplier l'information à tel point qu'on ne retrouve plus rien. Donc en fait, il y a 2 pans du développement durable qu'on peut aussi, traiter dans la démat. Tout ce qui est service rendu, simplifier des démarches, qu'elles soient administratives ou ne serait-ce que de service client aussi, par exemple, SAV et cetera. Toutes ces accès simples à l'information, c'est beaucoup plus aisé aussi. Si vous avez un service client, par exemple, et que le service client, tous les jours, il y a le client qui lui dit: «Où il en est mon dossier?» et que le service client n'est pas en capacité de voir où en est le dossier de monsieur Dupont ou de madame Durand, il ne pourra pas trouver l'information rapidement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son téléphone, il va appeler le service concerné et du coup, c'est tout un effet boule de neige de temps passé, finalement, alors que l'information, elle pourrait être facile à trouver. Et ensuite, c'est l'efficience du service, c'est-à-dire réduire le traitement, le volume de ce qu'on a à traiter, faciliter les échanges entre collaborateurs aussi. C'est quelque chose, pendant le Covid, on a tous été contents de pouvoir enfin, échanger rapidement des fichiers, échanger régulièrement et facilement. Éviter les saisies multiples, réduire les coûts, tous ces enjeux-là, c'est un tout de la démat. Donc c'est des enjeux que vous avez dû, je pense, déjà rencontrer et pour lesquels, en fait, vous avez déjà fait, on va dire peut-être un pas en dématérialisation sur ces enjeux-là. Iris, je pense qu'il y a un sixième enjeu qui n'apparaît pas peut-être dans le slide, c'est la mise en conformité, qui peut être un enjeu. Oui, Et quand on parle de RGPD, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous, finalement, on a eu assez peu de projets à traiter en matière de RGPD. Alors, on le regrette, ça veut dire que finalement, beaucoup d'entreprises ne se sentent pas concernées, alors que c'est vrai que les contrôles sont peu nombreux à ce jour par la CNIL, mais c'est aussi des règles de bonne oui. gestion. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Iris. Ça peut être aussi des règles de bonne gestion. L'enjeu RGPD, la problématique, c'est que, toutes les entreprises ne sont pas concernées et les administrations ont fait, des efforts. Aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de DPO, dans les structures ou de DPD en langage français, délégués à la protection des données. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu qui soit est sous-estimé, soit qui est pris en considération en dernier recours. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pas celui auquel on va penser en premier. Je pense que c'est encore un enjeu oui, dont on sous-estime en fait l'importance, mais c'est des enjeux qui peuvent être traités par des administrations, notamment, beaucoup d'administrations qui traitent de la donnée, personnelle au jour le jour. Notamment, on peut parler des administrations publiques qui traitent, les villes qui traitent les écoles, par exemple, qui gèrent énormément de données personnelles ou ce genre de choses-là. On peut avoir des exemples sur lesquels il y a eu quand même des secteurs qui se sont sentis concernés. Par exemple, le pharmaceutique qui a été pendant la crise énormément, sollicité ou, les instituts de sondage aussi qui sont des entreprises en première ligne et qui ont vraiment, comment dire? Heu, fait des efforts parce que eux, la donnée personnelle était leur fonds de commerce à la base et que donc du coup, ils se sont dit: «Bah, on se met en conformité maintenant et on n'aura plus de problématiques». Donc il y a eu un pic d'audit. Je dirais pas qu'il est nouveau. Il y a eu un pic d'audit au moment où le RGPD a été mis en place. Je crois que c'était 2018 si ma mémoire est bonne, mais il y a eu un vrai pic à ce moment-là et là, on en voit de moins en moins. Je pense que c'est aussi ça s'est dilué dans le temps. Ouais, et si je pense que juste pour finir, que si vous faites un sondage sur le nombre d'entreprises qui ont mis en place le RGPD, parce qu'il y a tous les services RH, services clients, enfin le RGPD est quand même transverse et bien finalement peu se sont emparés du sujet. Bon, c'était un message en passant parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, donc moi je trouve que pourrait y avoir un petit effort sur des sujets RGPD autour du document de Alors la après, part de nos distributeurs et de nos clients, les deux. c'est
C'est un sujet qui peut être traité en GED parce qu'à partir du moment où on sait taguer des données personnelles en GED, on sait où elles sont stockées et on peut par la suite aussi plus facilement les supprimer ou les anonymiser si le besoin est. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la dématérialisation offre beaucoup de biais en matière de documentation sur le RGPD parce qu'on peut facilement récupérer un registre, on sait où sont les documents, on sait comment fonctionnent les flux. Donc il y a des choses qui peuvent être faites en parallèle. Pour revenir sur les projets qui émergent vraiment en plus de la partie RGPD, il y a tout ce qui est projet achat, ressources humaines, on en parlait tout à l'heure, dématérialisation de documents juridiques et légaux, toute la partie contrat de travail. Énormément de contrats de travail aujourd'hui sont signés de manière électronique. On a vraiment un pic aussi d'activité à ce niveau-là qui est hyper intéressant et qui va continuer, en fait, je pense, sur le long terme à se démultiplier. La partie juridique est encore très sous-estimée, mais ça commence à se démocratiser. Donc, dans la partie obligation, il y a les factures en 2024 qui vont arriver pour les entreprises privées. Et ensuite, on a tout ce qui est des maths de processus qualité. Ça peut être la gestion des non-conformités, ça peut être toute une partie vraiment gestion qualité pure des entreprises, notamment de l'ISO 9001. On a tous ces projets-là qui sont des projets qui émergent réellement depuis quelques années. La partie facturation, c'est quelque chose qui existe depuis, très peu de temps au niveau du privé parce que depuis, 2017, les entreprises publiques et les administrations ont été fortement sollicitées sur cette partie-là. Maintenant, c'est la partie privée qui va commencer à s'intégrer à cette grande machine qui est Chorus Pro. Donc, voilà, on va vraiment avoir, là, pour le coup, 2 mondes qui vont se rencontrer, au travers de cette application étatique. Voilà, donc il y a plein de choses qui émergent encore. On pourra parler de la dématérialisation de l'urbanisme pour les collectivités. Il y a plein d'obligations Oui, qui commencent tout à fait. à vraiment émerger et on voit de plus en plus de projets, pluridisciplinaires arriver un petit peu chez nous. Et puis des tendances qui commencent à revenir juste en arrière, qui commencent Pardon. à changer un peu. C'est que pendant très longtemps, on a eu 80% de nos projets achats, donc facture fournisseur en particulier. Assez peu de projets sur la partie facture de vente, mais sachez que DocuWare est tout à fait prêt sur les sujets de 2024. On ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais on savait déjà envoyer des factures au format Chorus. Encore aujourd'hui, on a des projets, mais ce sont les ERP qui vont s'emparer de plus en plus des factures sortantes, à mon sens, et en particulier avec le format FactureX. Oui. Et puis, ce que l'on voit de plus en plus, nous concernant, ce sont des projets RH et des projets qualité de plus en plus. Chose qu'on ne voyait pas forcément il y a quelques années. Donc, par rapport aux 80% de factures d'achat, à terme, on pense que ça va baisser avec le temps. Et dans 4-5 ans, les entreprises seront très, très bien équipées du fait du 2024 à 2026. Et on voit de plus en plus de clients prospects qui nous sollicitent sur des projets RH et qualité. Et donc, je vous invite à regarder ces sujets-là. Il n'y a pas de démo aujourd'hui, mais voilà, on vous parle aussi de tendances et on partage avec vous nos expériences et notre sentiment sur le marché. Je vous laisse continuer, Iris. Alors, dans les acteurs qui sont concernés par un projet de démat, maintenant qu'on a parlé des différents sujets, il y a pour nous 4 grandes catégories. Alors, il y a ce qui va s'appeler la maîtrise d'ouvrage, donc il va vraiment être le porteur du projet qui arrive avec un besoin, spécifique et qui dit: «Voilà, mon besoin, c'est de dématérialiser, par exemple, la facturation». On va parler de la facturation parce que c'est un sujet qui peut être projeté facilement et concrètement, notre besoin, c'est celui-ci. Ça peut être aussi de dématérialiser les marchés, ça peut être de dématérialiser la gestion client, par exemple, gestion qualité, on vient d'en parler. Donc c'est quelqu'un qui arrive avec un besoin. Ensuite, on va voir la maîtrise d'œuvre, donc le chef avec un chef de projet qui va être en charge de la réalisation et ou des fois, ça peut être le cas, l'intégrateur. Alors ça arrive dans le cas où, par exemple, on s'est déjà doté d'une solution et donc du coup, il faut pas hésiter et on le voit nous dans certains projets, quand la solution est déjà mise en place, finalement, on parle très peu à l'intégrateur éditeur. À tort peut-être, parce que concrètement, c'est un acteur du projet comme un autre. C'est quelqu'un qu'on peut solliciter quand on a des problématiques de support, quand on a plein d'autres problématiques techniques. Et donc, du coup, c'est très intéressant d'avoir aussi son point de vue quand on met des projets de démat, notamment quand c'est une évolution d'outils, etc. Il faut toujours avoir, entre guillemets, un avis technique de l'intégrateur sur ces choses-là.
Ensuite, on va voir tout ce qui va être membre de l'équipe projet, donc équipe qui va mener le projet en adéquation donc avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Ça peut être des archivistes, des DPO, des qualiticiens. Ça peut être aussi des acteurs techniques, architectes, réseaux, urbanistes, voilà, spécialistes applicatifs par exemple aussi, parce que des fois c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est vraiment la partie, vraiment, comment dire? Cohérence de projet pour que ça fonctionne bien. Généralement, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir un archiviste DPO ou quelqu'un qui a vue transverse sur les processus et qui les connaît, donc un records manager généralement aussi, on peut voir ça dans certaines, entreprises du privé où on a quelqu'un qui est vraiment archiviste pur, qui s'occupe de la partie, archive du quotidien et qui du coup peut apporter cette vision un petit peu processus métier et du coup avoir apporter sa petite, touche, on va dire entre guillemets «fonctionnelle» parce que du coup le problème des fois qu'on rencontre dans un projet de démat, c'est lesquels? On peut avoir des prescripteurs techniques, mais qui ont trop tendance à aller vers le point de vue technique et donc du coup, on s'y retrouve pas à point de vue fonctionnel. Et il y a des fois, on se voit que les DSI sont totalement débordés par les fonctionnels qui leur imposent des choses. La démat, c'est un équilibre entre fonctionnel et technique. Il faut que les fonctionnels aient conscience des enjeux et des limites techniques qui vont leur être imposées, mais aussi il faut que les techniques, enfin la DSI ait conscience que les fonctionnels leur formalisent un besoin et que donc du coup, ils puissent rendre un service. La balance est difficile à faire. Aujourd'hui, on rencontre soit des DSI qui ont un catalogue de services très étoffé et qui du coup mènent tellement de projets en parallèle qu'ils n'arrivent plus du coup à s'en sortir parce qu'ils mènent trop de projets à la fois, et des fois qui sont un petit peu limités parce qu'ils ont des besoins fonctionnels très précis et qui n'ont pas vraiment de limites techniques. Donc la démat, c'est ça, c'est limiter, c'est avoir les limites techniques et les limites fonctionnelles en même temps et faire en sorte que les 2 fonctionnent ensemble, ce que je vous disais au départ. Et ensuite, on va avoir ce que moi j'appelle les autres intervenants, qui sont des experts techniques externes. Ça peut être nous, cabinets de conseil, des AMOA, plein d'autres experts. Ça peut être des cabinets d'audit, par exemple aussi, il y en a. Mener des audits sur, une partie de processus, dans un certain cadre, voilà. Donc d'autres intervenants. Une fois qu'on a ces acteurs-là, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, dans un projet, et je pense que pour ceux qui emmènent, dans un futur assez proche, notamment les 29 qui ont répondu au sondage, vous allez avoir tout ce qui est comitologie. En clair, tous les 15 jours, un mois, 2 mois, on se réunit, pas tous les mêmes acteurs, pour parler de certaines problématiques. On va avoir le niveau du comité de pilotage qui va vraiment être un comité qui va définir l'objectif et la stratégie au sens global. C'est-à-dire que généralement, on va voir tous les coordinateurs techniques, le chef de projet qui vont dialoguer entre eux et qui vont dire voilà dans quelle ligne directrice on va partir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de projet, de très chapeau en fait. Et donc, on va avoir toute cette partie comitologie. Ensuite, on va avoir la personne projet qui va vraiment être au niveau opérationnel avec des arbitrages beaucoup plus opérationnels, c'est-à-dire qu'on se préoccupera peut-être moins des enjeux techniques et on va rester sur des lignes plutôt fonctionnelles. Et ensuite, on va avoir l'équipe projet qui, elle, va rythmer avec tous les MOE et la MOA, en fait, qui va vraiment rythmer le projet et qui va faire en sorte d'avoir une certaine synergie de projet. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, il y a 3 facettes, dans cette équipe projet qu'il faut avoir. Des métiers avec des connaissances des processus parce que celle-là, elle est transverse et on ne peut pas y déroger. L'informatique, connaissance des limites techniques et soit archiviste DPO qualiticien, une connaissance des contraintes et des bonnes pratiques, que ce soit documentaire ou de données. Là, on parle documentaire, mais ça peut être aussi de la thématique de la data. Il y a énormément aujourd'hui de data management. On commence à rentrer dans l'intelligence artificielle et il y a de plus en plus aussi de métiers qui sont tournés vers ça. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une gouvernance transverse quand vous mettez en place un projet de démat. À tort, exclure une de ces trois parties, c'est d'avoir un point de vue en moins et de peut-être mener un projet en partie, en fait. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que des fois, on voit que les projets, ils sont menés qu'en partie. Parce qu'il manque un point de vue technique ou un point de vue fonctionnel qui est pas apporté au bon moment. Oui, quitte, Iris, à trouver ce point de vue à l'extérieur de l'entreprise quand Voilà, cela n'existe pas en interne. Parce que on a dans la salle des entreprises, des ETI et des grands comptes, on a aussi des PME. Donc, ce que là, ce que Iris vous détaille aujourd'hui sur les étapes, les process et autres, évidemment, c'est un peu plus allégé dans de plus petites entreprises, mais n'empêche qu'un groupe projet doit être constitué
des parties prenantes avec un juste équilibre tel que vous l'avez dit. Et on retrouve cet équilibre, y compris dans les petites entreprises. Ne laissez pas quelqu'un tout seul faire son projet dans son coin. Hein, c'est ça le conseil que je vous donnerai à l'instant. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'avoir quand on fait un projet de démat, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire. C'est vraiment d'avoir, autant, heu, les différents rôles métiers, les représentants de ces différents rôles métiers, d'avoir des réalités techniques, documentaires et métiers et surtout important, si à un moment vous ne sentez pas capable de faire cette chose-là, faites-vous accompagner. On a récupéré trop de clients qui nous ont dit: «Voilà, ça fait 5 ans qu'on essaye» et on leur a dit: «Mais peut-être parce que vous n'avez pas le temps, peut-être pas la bonne méthodologie, peut-être pas les bons appuis pour le faire». Nous, ça nous est arrivé que des clients nous sollicitent parce qu'ils avaient besoin d'un acteur externe pour expliciter une méthodologie. C'est quelque chose qui est normal, il y a aucun problème à ça et surtout faites-vous accompagner, que ce soit d'un intégrateur ou d'un conseil. Dans tous les cas, vous y serez gagnant et ça ira plus vite pour vous. Parce que cette partie méthodologie, elle est structurante dans un projet de démat. Si vous la menez, on va dire de manière allégée, c'est très compliqué après de récupérer son projet et on part dans des années et des années et des années de mise en œuvre. Donc du coup, il faut vraiment se faire accompagner si on en sent le besoin et si on voit que sur la constitution de l'équipe, on a quelques faiblesses. Alors, une fois qu'on a parlé des acteurs, on va parler un petit peu des étapes. Alors, aujourd'hui, moi, je vous présente, comment dire? Un schéma je dirais pas parfait, mais on va dire dans un monde idéal. Si les licornes et les arcs-en-ciel existaient, voilà un petit peu comment ça se passerait. Heu, Schématiquement parlant. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, pour moi, il y a 12 grandes étapes. Les jusqu'au alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Jusqu'aux 9 premières étapes, c'est vraiment le plus gros, enfin, je dirais le plus gros du travail est là. Définir son projet, auditer le besoin, synthétiser et le formaliser, c'est déjà un gros, gros travail. Déjà, rien que faire ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend de votre périmètre, ça dépend du nombre d'agents ou de structures que vous allez solliciter. Tout dépend évidemment de votre projet. Mais ça, c'est les étapes les plus charnières. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien défini son projet à la base, normalement, on sait vers où on va et on sait vers quoi on tend. Une fois qu'on a fait ça, déjà après, il faut définir une cible, voir quels sont les choix et les arbitrages à faire, définir sa cible et comment on va le faire. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on communique sur le projet, chose très importante parce que généralement, on a vu aussi beaucoup de projets de démat avec des équipes projets très compétentes. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont arrivées devant le public cible, elles avaient communiqué tellement tard sur le projet que le public n'a pas adhéré. Pourtant, tout avait été fait correctement. Et c'est quelque chose sur laquelle on aime bien insister aussi auprès de nos clients. Il faut communiquer en amont. Dès que le projet est initié, il faut communiquer avec les gens avec qui on parle, avec les gens avec qui on va aller en atelier, il faut communiquer à n'importe quel niveau. Pareil, on a vu beaucoup de projets arriver jusqu'au niveau des directions et les directions ont dit: «Ben non, moi je suis pas d'accord pour que ça se fasse comme ça, donc je ne veux pas que le projet aboutisse». La communication, ça doit être fait tout au long du projet. Là, j'ai mis une étape com parce que voilà, c'est pertinent de la mettre là, mais la communication, elle doit être faite tout au long, comme l'accompagnement au changement. On n'accompagne pas au changement une fois que l'outil est arrivé. Ça sert plus à rien. Les gens, ils n'adhéreront pas, ils ne voudront pas y aller. Donc c'est pareil, il faut vraiment communiquer à toutes les étapes du projet. Une fois qu'on sait comment on va y aller, il faut communiquer. Ensuite, une fois qu'on se dit: «Bon, ben, j'ai pas d'outils», on met en place un cahier des charges, on met en place une procédure d'appel d'offres et on choisit. À ce moment-là, chose très importante aussi, quand on choisit une solution, il faut vraiment je vais peut-être dire quelque chose, Olivier, ça ne sera pas pour vous, mais il faut Il y a aller pas- titiller les éditeurs, il faut les challenger. Vous choisissez une solution en connaissance d'un besoin. Il n'existe pas de GED, de meilleur GED, je ne dirais il n'y a pas de GED idéal. Il n'y a que des GED adaptés à vos besoins. Il faut partir du principe que les outils, notamment sur le marché de la GED qui est un marché qui est hyper concurrentiel, on a énormément d'éditeurs qui existent. Heu, ne vous privez pas de poser de bonnes questions aux éditeurs. N'importe quel besoin, après je vous dis pas qu'il faut partir dans des extrêmes, mais le but c'est aussi de challenger les éditeurs et de les pousser pour voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Par exemple, nous ce qu'on aime bien faire, c'est de dire: «Voilà le processus actuel, voilà la cible, proposez-nous quelque chose».
et voyons voir comment la solution réagit à la proposition que vous pouvez nous faire. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire, à mettre en place avec les éditeurs, justement, pour essayer de voir, de se projeter dans une cible dématérialisée. Et tout le travail que vous avez fait en amont sert à ça. C'est-à-dire, vous allez pouvoir regarder pendant, par exemple, les démonstrations, comment va réagir l'outil et dans quel cadre vous pouvez l'utiliser. Et un bon intégrateur, un bon éditeur, il saura s'intégrer au processus que vous lui proposez et justement, vous proposer une cible dématérialisée. Olivier le disait tout à l'heure, la gestion de processus en GED, c'est la base. Si vous n'avez pas une GED qui vous permet de faire ça, ça sert pas à grand chose. Mais concrètement, ça fait partie des principales briques qu'il faut vraiment, voilà, auditer, dans ce cadre-là. Voilà. Une fois que Moi, vous je avez cho partage. Pardon, Ouais, voilà. allez-y. Une fois que vous avez choisi votre éditeur intégrateur, après c'est lui qui va vous accompagner. Je vais laisser Olivier reprendre le lead là-dessus. Mais du coup, vraiment concrètement, voilà, n'ayez pas peur de poser des questions aux éditeurs et de vous projeter avec les outils parce que ça, c'est intéressant. Non, non, mais je partage complètement et franchement, il y a pas de tabou. Au contraire, je pense qu'il est important, et vous l'avez dit dès le départ, pour pouvoir faire un bon projet de GED, faut se réunir, réfléchir, mesurer les enjeux, définir des objectifs et surtout prioriser le projet. C'est pas tous les projets en même temps. Il y a sûrement dans votre entreprise un sponsor, que ce soit la direction dans les services, qui a envie de se lancer, une équipe informatique disponible. Et vous voyez, tout le travail qu'il y a à faire, il est en amont. Cette réflexion stratégique, elle est très importante. Et là, moi, je valoriserais aussi le travail et la position d'Iris. On ne fait pas assez souvent appel à des consultants extérieurs, y compris même pour des missions très courtes. C'est important. Et en plus, pour moi, un cabinet de conseil est un excellent médiateur. C'est-à-dire que la communication entre l'intégrateur et le client passe souvent par un consultant qui peut aider, qui comprend bien le discours de l'intégrateur, pas toujours compris par le client lui-même. Et donc, moi, je suis pour que ce soit dans les procédures de choix, que ce soit en AMOA pour le pilotage de projets, et peut-être qu'on va en parler un peu plus tard. Mais vous voyez, le choix de la solution, il est en tout dernier. Et moi, mon conseil aussi, c'est de nous challenger sur des POC, sur des proof of concept, sur un processus qui est majeur, central, de voir comment il est traité par l'intégrateur et par le produit. Alors bien sûr, certains vous demanderont que ça soit facturé. Alors moi, j'ai envie de dire que là-dessus, il n'y a pas de règle, hein, c'est en fonction d'eux. Si on y passe, nous, en tant qu'intégrateur, éditeur, assez peu de temps et qu'on vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire, c'est dans le processus d'avant-vente. Mais pour avoir un POC, quelquefois, qui va loin, on parle même de prêt de logiciel chez les clients. Ça arrive. Il nous arrive de prêter le logiciel, de définir un POC qu'on vous laisse à disposition, sur lequel on vous forme. Mais à ce moment-là, c'est quand même des prestations qui sont facturées. Donc, vous privez pas, et Iris, j'espère, sera d'accord avec moi, d'innover, d'imaginer toutes les questions. Et encore une fois, il faut lever tous les freins avant de vous lancer avec un partenaire, avec un prestataire. C'est d'abord la confiance, mais la confiance sur tous les sujets, techniques, fonctionnels, organisationnels, etc. Donc nous, éditeurs intégrateurs, on se doit d'être à la hauteur, d'être le plus pédagogique possible. Et voilà, et ce que vous avez dit, c'est très important. Vous avez raison de nous challenger. Vous ne lancez pas trop vite. Le choix de la solution est important parce que on a vu aussi beaucoup trop de clients qui nous disent: «On a choisi cette solution, mais en fait, elle correspond pas à notre besoin». Alors oui, à la démo, ça paraissait chouette et en fait, finalement, quand on l'a mis en place, c'est pas ce qu'on voulait. Donc faites bien attention aussi quand vous choisissez une solution, l'investissement, il est sur le long terme. Vaut mieux se dire qu'on prend une solution qui coûte un peu plus cher, mais qui sera plus qualitative et sur lequel vous savez que l'accompagnement intégrateur sera intéressant, plutôt que se dire: «On prend le moins cher du marché», mais vous savez très bien que derrière, vous allez avoir un accompagnement qui va être très, très, light. Je prends un exemple, mais je pense que la majorité des gens le connaissent. J'ai vu trop de clients qui m'ont dit: «On a pris Alfresco, en open source, c'est-à-dire en community, ça nous a rien coûté. Mais en clair, l'accompagnement, on nous dit l'accompagnement est très, très léger. C'est sûr, c'est pas ce qui est vendu. On vous vend une jet sur étagère paramétrée de base.
C'est ce qu'on vous a vendu et c'est ce que vous aurez. Mais ne soyez pas surpris et surtout regardez dans les offres le nombre de jours que l'intégrateur vous propose de passer avec vous. C'est très important, ça reflète aussi la qualité d'accompagnement de l'intégrateur. Et mieux vaut avoir un intégrateur qui vous suit et qui a des jours pour ça, plutôt que quelqu'un qui va vous dire en 5 jours c'est réglé et vous n'aurez pas les réponses que vous voulez et vous n'allez pas utiliser votre outil avec les capacités maximum. Donc là, sur quoi je veux insister, c'est quoi? C'est vraiment, pour moi, les clés, il y a 2 choses. Étude de l'existant, établissement de processus cible, construction d'une cible logicielle organisationnelle. Il faut parler processus, parler outils. L'un ne va pas sans l'autre. On se doit d'avoir une cible claire. Si vous arrivez devant l'intégrateur et que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur la cible, déjà, ça sert à rien. Parce que l'intégrateur, il comprendra pas ce que vous voulez, il pourra pas répondre aux besoins spécifiquement. Donc, quitte à faire ce qu'on appelle, nous, une success story, c'est-à-dire aller voir un service qui en demande et vous ne faites qu'un processus au départ et puis vous dites ensuite aux autres services: «Voilà comment il faut procéder, voilà comment on a procédé et comment ça marche», ça peut être aussi intéressant. Mais ne vous jetez pas, dans un projet des maths à court perdu en disant: «On va faire, tous nos services, on va tout dématérialiser et on va commencer par tout et n'importe quoi». Réfléchissez, définissez des périmètres pilotes et des périmètres porteurs. Si vous savez très bien que vous avez un directeur de pôle qui n'a absolument pas envie de parler ni des maths ni de signature, c'est pas vers lui qu'il faut aller pour commencer. Je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. Donc concrètement, dites-vous bien qu'il y aura toujours un frein au changement parce que l'être humain est fait ainsi, mais le but, c'est aussi de démontrer que ça fonctionne et donc de mettre en place une success story pour que ça fonctionne. Quand on en est à parler de ça fonctionne pas, facteur clé et identification des dans des projets qu'on mène, on a identifié plusieurs facteurs. Déjà, la première chose, c'est que quand on a un projet qui est porté par une volonté politique et mené par une direction, dans tous les cas, généralement, le projet aboutit. Parce que c'est porté à un niveau hiérarchique assez élevé. Et donc, de fait, on n'a quasiment aucune chance de remise en question du projet. Donc du coup, c'est bien que ce soit porté à un niveau suffisamment haut pour qu'on vous pose pas trop de questions sur le projet que vous mettez en place. Ça nous est beaucoup arrivé de voir des projets menés par des directions métiers qui croyaient en leur projet et leur projet était justifié. Mais le problème, c'est que comme c'était pas porté à un niveau suffisamment haut, le projet n'a jamais vu le jour. Ou alors, on est venu leur demander pourquoi c'est vous et pourquoi c'est pas nous, et pourquoi c'est vous qui commencez et pourquoi c'est pas nous. Enfin voilà, plein de choses. Il faut que les acteurs soient impliqués. Je me suis retrouvée trop de fois en atelier avec des clients où les clients en face et les personnes métiers n'ouvraient pas la bouche pendant 3 heures d'atelier alors qu'on était en audit avec eux et la majorité d'entre eux, ils voulaient pas. Donc vraiment, il faut être mature sur la question aussi. Est-ce que j'ai des services qui ont envie d'entendre parler des maths? Aujourd'hui, la question, comment dire? Aujourd'hui, c'est clairement, quelque chose d'affiché. La démat, c'est pour tout le monde. C'est faux. Il y a des personnes, encore aujourd'hui, utiliser Outlook, utiliser des moyens dématérialisés, c'est difficile pour eux. Il y a encore une fracture numérique qui existe au niveau des administrations et des entreprises. Elle est réelle. On connaît tous un collègue qui nous vient nous voir en nous disant: «Eh, j'arrive pas à faire ci, est-ce que tu peux me le faire? Je comprends pas comment faut, convertir mon fichier, j'arrive pas à extraire mes données». On en connaît tous un et dans tous les cas, il faut aussi que les acteurs soient suffisamment impliqués et surtout qu'on leur donne les moyens de s'impliquer. Ensuite, il y a aussi, tout ce qui est partie coopération, coordination. Souvent les projets de démat sont des projets transverses. Si on n'arrive pas à se coordonner entre nous, c'est compliqué. Je me suis beaucoup retrouvée face à des clients qui me disaient: «Beh, j'ai 3 parapheurs». Ah bon? Et pour quelle raison? Ah ben c'est parce qu'à chaque fois, chaque service a fait une demande différente et on a accédé à chaque demande de service. Donc on se retrouve avec 3 parapheurs, aucun n'est utilisé à son maximum et tout le monde fait un peu ce qu'il veut avec. Donc concrètement, la coordination entre les intervenants, c'est intéressant. C'est toujours aussi hyper intéressant d'avoir des retours en atelier. Je me suis retrouvée avec des clients, je leur disais: «Mais juste en face là, la porte en face, ils font autrement». «Ah bon?» «Oui, et donc du coup, est-ce que c'est intéressant pour vous?» «Oui, mais si on avait su, on aurait utilisé le même outil». La coordination et la coopération, en transversalité, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et c'est même la clé du fonctionnement, d'un bon projet. Donc il ne faut pas avoir peur aussi de poser des questions et d'aller voir ce que font les autres. Pareil, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience, même s'ils sont, négatifs. Le fait de ne pas avoir mené un projet jusqu'au bout peut avoir des impacts positifs. On a des clients qui nous ont dit: «Bon, ben voilà, on s'est planté, maintenant on recommencera plus» et on sait pourquoi. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est
L'incompréhension du projet. J'ai eu trop souvent des gens qui m'ont dit: «Beh, une GED, c'est Teams. Moi, on m'a mis Teams, je vois pas pourquoi je prendrais un outil de GED». Donc j'ai des projets de GED qui ont capoté parce que la DSI avait mis en place Teams au même moment et que les gens ne savaient pas faire la différence entre un outil de canal, d'échange collaboratif et une GED et qui m'ont dit que ça faisait double emploi et qu'ils en voulaient pas. 5 ans plus SharePoint également. c'est SharePoint de la même manière. SharePoint ou autre chose. 5 ans plus Mmh. tard, ils sont en train d'en revenir. Donc clarifier avec les acteurs de quoi on parle bien. J'ai trop vu de clients aussi qui m'ont dit: «Non, on va pas faire appel à l'intégrateur parce qu'on s'entend pas bien avec lui ou parce que ça va nous coûter des sous». Si concrètement, à un moment du projet, vous êtes bloqué et que vous ne comprenez pas votre outil, allez voir votre intégrateur, allez voir un conseil. Ça vous coûtera moins de temps que si c'est vous qui le faites et qui y passez 2 ans. Nous, on a des chefs de projet qui sont sur des déploiements de jet depuis 5 ans et concrètement, ça leur coûte beaucoup de temps et beaucoup d'argent en conséquence, finalement. Heu, il y a des imprécisions aussi des fois en termes de stratégie. On met en place une GED, oui, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire de la transversalité? Est-ce que c'est pour être derrière des applications? Est-ce que c'est dans le but de mettre de la documentation de référence en partage? Il faut vraiment être clair dans ce que vous voulez faire dès le départ. Si vous savez vous nous dites: «Ah ben moi je veux faire un schéma de la démat», ça implique plein de choses. Ça implique la signature, le stockage, les outils. De quoi vous voulez qu'on parle clairement? Il faut aussi l'identifier. Et ensuite, tout ce qui est sous-estimation des moyens. Souvent on nous dit: «Oui, on va mettre un chef de projet à un demi ETP par an, ça suffira». Il faut avoir des ressources dédiées. La démat, ça se fait aussi par les humains. C'est beaucoup d'intelligence artificielle, mais derrière, il y a des hommes et des femmes. Donc il faut surtout pas sous-estimer qu'il y ait des équipes à temps plein qui travaillent sur ces sujets-là. Donc voilà, et surtout, tout ce qui est accompagnement au changement et conduite au changement. L'être humain déteste qu'on change ses habitudes. On en voit régulièrement en nous disant: «Je vois pas ce que ça va m'apporter, je comprends pas, avant on faisait comme ça et c'était très bien, pourquoi je changerais demain?» La valeur ajoutée, il faut toujours pousser en démat la valeur ajoutée. Si vous donnez l'impression à la personne que ça va changer ses habitudes de travail et qu'elle ne gagnera rien, c'est peut-être qu'il y a un problème et que justement il y a pas d'intérêt à le faire. Donc voilà, vraiment se poser les bonnes questions dès le départ et éviter ces facteurs de risque inutilement parce qu'une fois que le projet il est lancé, on peut pas revenir en arrière. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions au cadrage. Et puis, faut pas oublier que la réussite d'un projet, elle repose sur un trépied, voire un quadripied, que sont évidemment le produit, le bon produit, l'intégrateur, le conseil s'il y en a un, et moi je vous conseille sur certains projets, effectivement, je vous donnerai un exemple après, pourquoi le conseil peut être précieux dans la gouvernance du projet. Et pour terminer, on l'oublie trop souvent, le client. C'est-à-dire que le client a une vraie responsabilité aussi dans les moyens à déployer de son côté, à travers des équipes, des gens disponibles. Et on voit bien par expérience, encore une fois, des clients qui sont plus disponibles tout d'un coup parce qu'ils ont un autre projet en parallèle et c'est bien dommage, on aurait pu l'anticiper, et que le projet patine, s'arrête et il faut repartir en arrière parce que tout le monde a tout oublié. Et on voit comme ça des projets qui calent, qui s'arrêtent et qui manquent de rythme. Un autre risque, de mon point de vue, c'est la direction de projet. On a vu des projets capoter. Je pense à un projet, alors je ne donnerai pas de nom, où un client voulait migrer, peut-être vous avez déjà eu ça, Iris, hein. Un client voulait migrer d'une application spécifique, avec beaucoup de développement spécifique, vers une jet standard, Voilà. et le client voulait aller vraiment vers le standard avec toutes les difficultés qu'il a eues à gérer le spécifique, les coûts que cela engendre, la maintenance que cela engendre. Et finalement, le client dit: on veut aller à ISO-fonctionnalité. Et c'était une erreur. Et là, le cadrage du projet côté intégrateur, d'accord, n'a pas été à niveau et il n'y avait pas de conseil dans la place parce qu'il y aurait eu un conseil, on aurait eu un œil extérieur et le client aurait été convaincu parce qu'on aurait été plusieurs à lui expliquer que c'était un peu idiot de partir sur un projet à ISO-fonctionnalité. Donc ça, c'est des choses qui reviennent sans arrêt. C'est-à-dire, il faut vraiment bien s'entendre et bien échanger, bien discuter entre l'intégrateur, le client, et tant mieux s'il y a un conseil, surtout sur des cas ou des dossiers aussi critiques. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc merci Olivier. Une fois qu'on a parlé des facteurs de risque, alors dernière slide, après on passera au Rex parce qu'il nous reste peu de temps. C'est, quand on parle de GED, qu'est-ce que ça implique derrière?
si on parle de transversalité, et là, vous voyez bien que vous avez processus documentaire, processus métier, workflow par signature électronique, vous avez plein d'autres choses autour. Vous allez avoir tout ce qui est ERP, donc les RH, la comptabilité, et cetera. Donc vous allez avoir tous ces outils. Tout ce qui va être produit d'informations qui va devoir rentrer en GED, avec évidemment plus ou moins de fonctionnalités, de l'automatisation, de l'intelligence documentaire. Et vous allez avoir toute la valeur probatoire qui va être derrière. Donc du coup, quand on a un ensemble cohérent, GED, coffre-fort, archivage, numérisation, signature, urbanisation, interopérabilité des solutions, on a vraiment un projet de démat en entier. La GED, c'est pas une brique isolée. C'est une des premières briques de la démat, mais ça amène plusieurs questionnements derrière. Donc on va avoir vraiment, pour moi, la GED, c'est vraiment un outil qui est pivot et qui est centralisé. C'est-à-dire que vous allez avoir un périmètre, puis 2, puis 3, puis 4, et puis vous allez évoluer, signature, archivage électronique. Mais dans tous les cas, la GED, c'est le début. En fait, c'est quand vous tirez le bout du fil, vous allez avoir la pelote qui va venir avec, dans tous les cas. Mais il ne faut pas concevoir la GED comme étant un outil vraiment isolé. Ce qui va vraiment nous amener à notre deuxième partie du webinaire, c'est du coup la place de la GED dans un projet de démat. Alors, si on prend les périmètres éligibles dont on a parlé au début, donc tout cela, voilà comment on pourrait visualiser une GED transverse, c'est-à-dire une espèce de grand cercle dans lequel on aurait tous nos petits conteneurs, avec toutes, évidemment, ce que ça pourrait engendrer comme flux entre, évidemment, ces différents conteneurs, et avoir après la partie archivage électronique qui va derrière. Mais du coup, en termes de cible organisationnelle et fonctionnelle, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de verticaliser. Pourquoi? Parce que tout est transverse. Tous les processus, on va dire, sont boîte. On ne peut plus faire d'achat sans parler de finance. On ne peut plus faire de finance finalement sans parler de juridique, parce qu'aujourd'hui, les deux sont très imbriqués. Quand on parle de juridique, on va tirer celui des ressources humaines. Et tout ça implique quoi? Relation avec le client, gestion des dossiers, etc. Donc tout est imbriqué. Aujourd'hui, on ne peut pas isoler un processus d'un autre. C'est beaucoup le cas pour les entreprises privées, c'est beaucoup le cas pour les administrations aujourd'hui. On se rend compte que de plus en plus, finalement, on partage de l'information à quelque niveau que ce soit. Elle peut être informelle, elle peut être formelle, elle peut être structurée, non structurée, elle peut être en base de données, elle peut être en document, elle peut être sous toutes les formes. Donc aujourd'hui, on va vous présenter deux possibilités de Rex. Donc le premier, il va porter sur un projet qu'on mène chez XDMat, où DocuWare est la GED qui est utilisée, sur une GED finance qui a été faite par un acteur maritime, donc on suit un client maritime qu'on suit, et qui du coup a utilisé DocuWare comme étant une passerelle d'information entre la plateforme Chorus Pro, qui est la plateforme de dépôt de facturation, qui va être aussi celle du privé dans pas longtemps, et du coup, ces outils de facturation. Donc la GED a quelle place ici? C'est pas compliqué. Alors, pour les néophytes, ce que j'appelle ETL, c'est un bus applicatif qui fait extract, transform and load. En clair, il charge, il prend et il redonne. Donc, c'est-à-dire qu'on a une brique transverse de chaque côté de la GED. La GED est au milieu et elle sert d'outil pivot de traitement. En fait, on a les deux outils de facturation dans un sens. Et la GED est vraiment au milieu, elle va permettre le traitement de la facturation. On va avoir plusieurs statuts de la facture selon que le comptable aura traité l'engagement, si le bon de commande a été émis. Une fois que tout ça, ça a été fait, être sûr que la facture est bien montée dans l'outil de comptabilité, que la facture a été payée, qu'elle est bien redescendue. Tous ces traitements d'informations, ils passent par la GED. Ça a amené de la facilité en termes de recherche. Aujourd'hui, si on veut rechercher la GED et toutes les pièces jointes qui vont avec elle, le bon de commande, l'acte d'engagement, le service fait, tous ces documents ils sont liés à la facture. Vous tapez un numéro de facture aujourd'hui et dans DocuWare, vous avez la possibilité de consulter toutes les pièces jointes qui ont été intégrées à la facture. Ça permet en comptabilité de faire des audits beaucoup plus facilement et surtout de faire de l'audit comptable plus sereinement. Ça permet aussi deux choses. Déjà, d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la comptabilité aussi. Ça a permis de fluidifier le processus comptable. Ça a permis aussi de ne plus avoir de facture papier. Aujourd'hui, quasiment, tout est dématérialisé. On n'a plus une seule facture papier qui rentre. Tout passe par Chorus. Chorus nous donne les factures. Les factures sont traitées en GED, remontent dans l'outil de comptabilité et elles redescendent. Il n'y a aucun traitement aujourd'hui qui est fait sur du papier. On est tout en numérique et ça permet quand même déjà une certaine sérénité au niveau
du document. On sait où en est le traitement des factures. S'il y a des relances à faire, elles sont faites de manière notifiée par DocuWare, donc c'est-à-dire qu'en plus, on sait très bien quelles sont les factures où il y a des problématiques, où il y a encore du travail. Et puis surtout, ça permet aussi déjà une chose, c'est que là, on a de la transversalité déjà entre différents services. On a un service recette, un service facturation fournisseur, et tout est dans la GED. Ça permet aussi deux choses. Il y avait un autre projet qui est en cours de développement qui était d'intégrer les marchés publics à cette GED. Aujourd'hui, concrètement, c'est 10 fois plus simple de le faire. Pourquoi? Parce que la majorité des pièces justificatives des marchés sont des pièces de facturation. Et donc, du coup, concrètement, ça permet de stocker toutes les pièces justificatives, même pour les marchés, au même endroit, et de rester derrière les applicatifs métiers. Là, on est vraiment dans une GED qui est transverse et qui est ce qu'on appelle un puits de données et qui est concrètement qui est greffié derrière l'application. Donc, du coup, on a toute la puissance de la recherche et de la facilité de recherche d'une GED. On sait qu'on va pouvoir stocker énormément de documents parce que c'est aussi une des capacités de DocuWare. Et là, je ne fais pas de la pub pour DocuWare, mais c'est quelque chose que j'ai vu. C'est qu'aujourd'hui, ce client, il stocke quasiment des millions de factures en GED. Aujourd'hui, la GED lui permet de faire ça. On a du full text, on sait qu'on peut chercher sur un montant, on sait qu'on peut chercher sur un SIRET, et c'est des choses potentiellement qui peuvent être faisables. Autre chose aussi, on sait qu'on pourra y greffer d'autres périmètres. La gestion des navires, la TVA, toutes ces choses-là, et même les ressources humaines si on le voulait. Donc, on est vraiment sur un outil métier transverse. Et donc là, on est vraiment dans une transversalité de l'outil de GED. Ça, c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième, c'est celui des achats et des marchés. Alors, aujourd'hui, ça, c'est un cas client. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la dématérialisation des marchés, on a une réglementation qui nous impose, acheteurs comme opérateurs économiques, de passer par des plateformes de marché qui s'appellent profil acheteur. Aujourd'hui, ici, ce que vous voyez qui s'appelle AWS, c'est votre profil. Aujourd'hui, l'État nous a demandé, dans une logique d'open data, de publier beaucoup de données de marché qu'on appelle les données essentielles. Et donc, du coup, concrètement, on s'est retrouvé au début à faire de la multisaisie, de saisir des données partout dans des applications métiers. Là, ce que vous avez, ce qui s'appelle Sysmarché, c'est un outil de gestion de finance des marchés. Donc là, on saisit une fois ici, on saisit une fois là. Alors attends, où est-ce que j'ai mon document? Je ne sais pas. Il n'y a pas de GED ici, il n'y a pas de GED là. Comment je fais pour l'exécution financière? Dans quoi je me place? Donc, il y avait toute une thématique au début des marchés publics qui était de dire on a des documents à tort et à travers, on ne sait pas comment les stocker, on ne sait pas comment les signer, comment ça se passe. Aujourd'hui, de plus en plus, pour les achats, on se retrouve avec des GED derrière les outils et d'achat et de finance et de marché. Tout simplement pour faire du stockage documentaire et pour pouvoir avoir une unicité de documentation. Donc on peut mettre très bien la GED derrière. Ensuite, une fois que tous les documents sont dans la GED, on les met en signature. Et ça part après en système d'archivage électronique. Mais vous voyez bien qu'ici, on a aussi des problématiques de retour d'expérience sur comment j'intègre ma GED avec mes outils métiers, de quelle manière je le fais et dans quel cadre c'est réalisable. Toujours est-il qu'aujourd'hui, sur ces deux thématiques-là, il ne faut pas oublier une chose. Les interactions d'une GED avec les outils métiers sont primordiales. Et de deux, quand on fait de l'interfaçage, il faut le faire de manière intelligente. Que ce soit ici, sur le premier Rex que je vous ai présenté, où on est vraiment au centre des échanges, et on a une GED qui est au centre des échanges, et ça peut être très intéressant, que dans celui-ci, où on est vraiment finalement plutôt en gestion documentaire derrière les applications. Les échanges se font dans les applications, et on stocke le document uniquement dans la GED. GED référentiel documentaire, ça peut être intéressant aussi. Tout est spécifique à votre besoin. Donc voilà, c'était les deux retours d'expérience sur lesquels je voulais vraiment insister, parce que ça prouve bien une chose. On peut faire de la GED pas ce qu'on veut, mais elle donne beaucoup de possibilités. La question, c'est quel est votre besoin et comment le mettre en marche. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a des outils qui peuvent s'interfacer avec beaucoup de solutions et qui peuvent le faire de manière assez, on va dire, standardisée. On a les web services, les API, on peut utiliser d'autres technologies. Et donc, du coup, aujourd'hui, il ne faut pas se freiner en se disant on va mettre la GED dans un coin. La GED, elle est reliée à toutes les applications autour d'elle. Et il faut l'imaginer de cette manière-là. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire en termes de Rex. Je laisse peut-être Olivier. Oui, on arrive, Iris, merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Heureusement, on n'a pas eu trop de questions. En fait, on avait beaucoup de contenu. Oui. Et ça, je m'en doutais un peu, mais tant mieux. On aurait pu tenir encore une demi-heure, n'est-ce pas, Iris? Oui. Moi, je voulais vous remercier. Il y avait une question, mais c'est en fait une question qui est finalement la conclusion
du webinaire qui nous demande mais quelles sont les qualités et les défauts de DocuWare? En fait, ce n'est pas une question de qualité et de défaut, c'est trouver le bon acteur, le bon groupe d'acteurs qui va faire en sorte que votre projet, il va fonctionner aujourd'hui et demain. Et dans le groupe d'acteurs, je mettrai le bon produit, le bon intégrateur et le bon conseil. Et c'est par ça que j'ai envie de conclure en disant il y a de très bons produits sur le marché. Mais ce qui est important avant tout, c'est de vous sentir en confiance quand vous choisissez un outil et surtout d'avoir défini en amont, et c'est ça peut-être la conclusion, Iris, d'avoir bien réfléchi en amont à votre stratégie, vos enjeux et vos objectifs. Alors, je dirais les qualités et les défauts d'une solution. Déjà, en GED, peut-être pas pour faire le cas spécifique de DocuWare ici, mais pour répondre un peu à la question qui a été posée. Euh, vous, vous allez avoir des GED qui vont être très axés fonctionnalité, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de possibilités avec, mais qui vont avoir le défaut d'être tellement, on va dire, tellement amples que vous n'arriverez pas à vous retrouver dans ce que vous allez faire avec, qui vont beaucoup plus ressembler à ce qu'on peut faire au niveau des intranets, vraiment avec des portails et cetera, et ça pour moi c'est des jets très qualitatifs mais qui sont très, très, très amples. Vous allez aussi avoir des GED, sur étagère, notamment on parlait de Alfresco qui est une GED en fait qu'on pose et qu'on un petit peu une boîte à outils, mais il faut avoir des compétences en développement pour en parler, voilà, et pour faire un petit peu des choses avec. Vous allez avoir des GED sur lesquels, entre guillemets «de milieu de gamme». Vous allez avoir du libre, vous allez avoir plein de choses. Vous avez OpenTextAland, vous avez DocuWare, vous avez, Studia avec, NeoGED. Vous avez énormément de GED sur le marché aujourd'hui, mais elles ne seront pas égales sur les possibilités d'interfaçage et de connexion avec les outils. Ça dépendra aussi de plein de choses différentes. Dans le cadre de DocuWare travaille avec certains partenaires dans le cadre de signatures, dans le cadre, de plein de choses, par exemple, notamment des applicatifs métiers. Il y en a d'autres qui travailleront avec d'autres applicatifs. Donc on va dire que certaines possibilités d'interfaçage ne seront pas les mêmes selon l'outil que vous choisissez. Après, c'est comme disait Olivier, c'est toujours un peu la question de votre besoin. N'allez pas prendre DocuWare si vous avez, par exemple, 2 enfin, je schématise, mais un petit périmètre à faire. C'est plutôt une JED très transverse, beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'outillage. Je parle pour ma paroisse. Mais après, ce sera peut-être pas le discours d'Olivier, mais voilà. Non, non, moi, le discours, encore une fois, c'est exactement ça. C'est un budget quand même important, c'est des C'est ça. ressources internes. Donc, en fonction du projet, il ne faut pas se tromper d'outils et de partenaires. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'on appelle, c'est un gros mot, l'interopérabilité. C'est la capacité de cette JET, cette future JET chez vous, à communiquer avec l'ensemble des outils du système d'information, avec Outlook, avec Teams, avec un éventuel portail, etc. Voilà, projetez-vous sur le futur et ne vous arrêtez pas, encore une fois, au sujet du moment pour juste coller une rustine, pour répondre à une loi, une obligation légale 2024. Vous arrêtez pas à ça, prenez le temps, même si ça presse un peu, 2024, c'est demain. Mais voilà, c'est ça. Alors, on va pas pouvoir prendre beaucoup d'autres questions. Les questions arrivent maintenant qu'on est en fin de webinaire. Donc, si Iris, vous avez encore Ah, un petit peu de temps. oui, j'ai encore un peu de temps. Voilà, il y a une question sur Ah, la base de données et la JED, ouais, je viens de voir. voilà, il y en a une autre avant sur la différence entre DocuWare, Teams et SharePoint. Ah, alors je vais répondre à celle-là et à la Allez-y, dernière parce qu'elles sont intéressantes. allez-y. Alors, si on prend DocuWare, c'est une JED. Elle va vous permettre de faire du traitement de processus, de faire des workflows. En clair, de traiter, vraiment la totalité des documents. Vous pouvez faire du stockage avec, vous pouvez communiquer à des acteurs externes, vous pouvez même signer puisque vous avez des possibilités avec des couplages de parapheurs aujourd'hui. DocuWare fait partie d'un groupe aujourd'hui qui est quand même assez transverse, qui est Xeniance. Donc vous avez aussi des solutions derrière qui vont vous permettre de faire de l'archivage électronique. Donc quand vous parlez de DocuWare, vous allez parler pas seulement d'une JED, mais vous avez aussi tout un pack derrière qui peut potentiellement s'offrir à vous. Quand vous parlez de Teams, c'est quoi? C'est un outil pour moi informel qui vous permet de faire du collaboratif. Ce que vous pourrez faire dans DocuWare aussi, c'est-à-dire créer des espaces, échanger dans des espaces collaboratifs. Là où il ne faut pas se tromper sur une chose, c'est que quand vous créez un Teams, derrière, vous avez un SharePoint. C'est-à-dire, en clair, vous avez un espace de stockage documentaire qui vous est caché, mais qui existe. Quelle est la différence clairement entre Teams, SharePoint et DocuWare? Ça va être les possibilités
de réalisation. Quand vous faites du Teams, quand vous voulez valider un document, vous n'aurez pas la même possibilité que quand vous êtes vraiment dans un workflow paramétré avec des étapes 1, relecture, étape 2, validation des commentaires, étape 3, signature, par exemple. Et où là, vous avez déroulé vraiment une chaîne de processus, alors que dans Teams, vous allez rester dans du documentaire de niveau 1. Vous allez stocker des documents, échanger via un chat, et vous allez stocker des documents. Pour moi, Teams, il doit rester une utilisation pour des documents de travail à un instant T ou pour des groupes de travail. Quand on rentre dans le cadre d'une GED comme DocuWare ou dans d'autres outils, on est vraiment dans d'autres problématiques métiers et enfin voilà, il y a des choses qui sont plus poussées. J'invite aussi les gens, s'il y a des gens ici qui sont concernés par le domaine du médical, ne stockez pas de données à risque sensibles sur Teams. C'est un espace ouvert à tous. En termes de sécurité par rapport à une GED, ça n'est pas le même outil. L'authentification n'est pas identique. Par exemple, dans une GED, on peut s'authentifier mot de passe, connexion, etc. Et selon l'hébergement, de la manière dont c'est réalisé aussi, vous allez avoir beaucoup plus de failles de sécurité dans Teams. On a eu beaucoup, beaucoup de clients qui nous ont dit: «Ah, on a mis, tous nos documents ressources humaines sur Teams». On vous le déconseille. Clairement, c'est pas à faire et c'est ni fait ni à faire. Le problème aussi de Teams, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre de plan de classement élaboré. Au fur et à mesure des dossiers, on remet des sous-dossiers dans des sous-dossiers. Donc voilà, vraiment, faites la différence entre un outil collaboratif de type Teams, voilà, avec derrière SharePoint. Pareil, SharePoint, c'est du niveau 1 documentaire. Vous ne pourrez pas faire de processus poussé avec ça. Vous ne pourrez pas éliminer des documents au bout d'un certain temps si vous faites de l'archivage. Enfin, il y a plein de choses pour lesquelles Teams et SharePoint sont recommandés, mais si vous voulez faire du documentaire poussé, c'est pas la peine. Enfin, moi, je vous le conseille pas. C'est bien pour avoir un premier niveau de démat, mais voilà, ça doit pas être plus que ça. Pour la question sur la GED et la base de données, exploiter les documents par les applications métiers. Alors, c'est possible de faire ça. Moi, j'ai eu un client qui me l'avait demandé d'avoir un portail extranet, intranet, clairement en frontal, c'est-à-dire que les agents se connectaient via ce portail et derrière, on avait un espace GED qui n'était pas visible, mais qui était inclus dans le portail intranet. Ça existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a la GED en fond, en back-office, et du coup, en fait, on la voit via les applications métiers. C'est-à-dire que quand on appelle des documents, c'est la GED qui s'ouvre, mais pour les utilisateurs, c'est transparent. Aujourd'hui, il y a des GED, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui, du coup, peuvent se connecter à des applications métiers, mais si vous êtes dans ce cadre-là, il faut choisir une GED très, très interopérable. Parce que le problème, c'est aussi la logique de dire: «Il ne faut pas aller, développer des connecteurs à droite à gauche à chaque fois qu'on veut, connecter la GED à un outil». Il faut se baser sur une GED, soit qui a web service, qui fonctionne par web service, soit vous avez, vous, un bus applicatif, ETL, EAI, USB, c'est peut-être des gros mots pour vous, mais en clair, une brique d'orchestration qui va vous faire ces allers-retours et qui va faire les échanges de données, en fait, ce que je présentais clairement là, en fait, dans l'exemple qui est là. Cette brique-là en orange qui va vous permettre de faire de l'intermédiation entre votre GED et vos applications. Ça, c'est possible, mais c'est un projet qui se mène sur le long terme. Déjà, mettre en place un bus, ça demande du temps, de l'investissement et des compétences techniques. Alors, vous pouvez aussi avoir le choix de choisir un intégrateur de GED qui vous vend aussi un orchestrateur. Il y en a certains qui vont pouvoir vous vendre des ETL. Ça existe, il y en a très peu, mais il y en a. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir cette possibilité-là concrètement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Oui, moi, voilà. je rajouterais, Iris, que par rapport à toutes les questions, je vais répondre globalement. Donc oui, DocuWare a des API, un SDK pour faire de l'intégration poussée, pour être en back-office derrière un portail, un ERP. Il y a beaucoup de projets avec de l'intégration ERP, portail et même SIRH maintenant. Je ne vais pas détailler tous les outils d'intégration disponibles. Pour la question, la personne qui est équipée déjà d'une GED et qui s'interroge à envoyer des documents vers une autre GED, je vais vous décevoir. En général, à ce stade-là, on va remplacer votre GED par une autre parce que l'idée d'avoir plusieurs GED dans une entreprise, c'est très compliqué. Ça augmente le silotage d'informations. D'ailleurs, ça a été dit dans un des commentaires ici. L'idée de la GED, elle est globale, elle supprime les silos, elle fluidifie l'organisation, les process. Et alors, des outils comme SharePoint et Teams, pour finir, Iris, en fait, on a des connecteurs. Oui. On a des connecteurs vers Teams. Alors, on a même une intégration avec Teams dans la nouvelle version 7.6
qui sort dans le mois prochain. On avait une intégration avec SharePoint au travers de connecteurs standards. On a des connecteurs. Alors, on peut aussi s'appuyer sur des connecteurs qui ont été développés par des partenaires ou même par les intégrateurs eux-mêmes. Et prochainement, on va présenter quelque chose que vous connaissez peut-être, Iris, qui est une plateforme iPass, qui est une plateforme qui intègre des briques des différents éditeurs et qui permettent de les connecter très facilement et sans aucune programmation. Donc ça, c'est des nouveautés, c'est de l'innovation, c'est quelque chose qui simplifie énormément l'interopérabilité parce que c'est vraiment le cœur du sujet de pouvoir fonctionner, discuter, échanger, s'intégrer avec absolument tous vos outils déjà existants. Voilà. Sur ce, Iris, on va s'arrêter là. Oui. 1h14, les questions pleuvent, désolé, on n'a pas pu répondre à tout. Nous vous invitons à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans les slides, que ce soit Iris Schall, que je remercie une nouvelle fois, ou moi-même. Nous sommes à votre disposition. Très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.